Bonjour à tous, bonjour Nathalie, es-tu là? Mais oui, bonjour. Ah, Bonjour à tout le monde. bonjour, bonjour, oui, c'était la petite musique d'attente pour faire patienter les participants déjà présents et on attendait voilà, les futurs connectés qui vont bientôt arriver. Mais de toute façon, on va démarrer. On va On va démarrer. démarrer hein, à l'heure, c'est 10 heures, c'est ce qu'on avait dit, donc on démarre. Alors bonjour, bienvenue. Il fait chaud, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, ni toi non plus Nathalie. C'est un mois de juin très beau et très chaud. Et pour la web actu de Nathalie Pezzetti du cabinet Anticipate. Nathalie, tu nous présentes aujourd'hui les dernières jurisprudences, hein, les actualités sont un peu minces, c'est ça? Oh, mais j'ai quand même réussi à faire de l'actu Ah, sans actu. C'est quand même. d'accord. Bon, tu avais Là, peur de franchement, on manquer. aura plein de trucs à se dire. D'accord, tu avais peur de manquer de matière, mais en fait, il y a Ah oui. toujours de quoi dire en play. Ok, ok, bon, parfait. Et alors, ce matin, on accueille également Myriam Ariouli de HarryUp, cabinet conseil et formation RH, avec qui nous ferons connaissance à la pause. Il y aura une pause, comme d'habitude, pour que Nathalie aille boire un petit verre d'eau. Et alors, pour vous présenter Externa, quand même, parce que beaucoup d'entre vous nous connaissent, mais pas tout le monde, tout simplement vous dire que voilà, qu'Externa, c'est un cabinet spécialisé dans la gestion de la paye. Et nous sommes intégrateurs des solutions MySilae et Factorial pour la partie SIRH, MySilae pour la partie SIRH aussi, et paye, et Factorial le SIRH. Alors, pensez à nous, hein, voilà, à nous confier vos projets paye, SIRH, et nous les étudierons ensemble, voilà, pour vous préconiser les meilleures solutions. Nathalie, c'est à toi, hein. Alors, vous pourrez poser aussi des questions dans le chat à la fin de la web actu, et Nathalie répondra s'il reste un petit peu de temps. Voilà, écoute, à toi, Nathalie. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Alors oui, en effet, j'avais bien peur d'avoir très peu d'actu, mais finalement, on va faire un point sur des choses dont on a déjà parlé pour ceux qui étaient présents, et je vous remercie pour votre fidélité parce qu'on voit souvent les mêmes inscrits. Et bienvenue aux nouveaux qui étaient présents la dernière fois. On va revenir sur des points qu'on avait abordés puisqu'on avait eu une loi de financement assez tardive, loi de financement de la Sécu, et puis loi de finances aussi qui a été moins impactante en paye. On va revenir sur des choses que vous savez, des précisions qui ont été apportées, et c'est pas juste pour y revenir pour le plaisir, c'est parce que des précisions ont été apportées et bien après notre web actu de la dernière fois. Et on va essayer d'avoir un éclairage sur combien ça coûte tout ça, sur chaque point qui avait été sur les changements de la loi de financement de la sécurité sociale 2025 qui est intervenu, souvenez-vous, un 28 février, en soirée, en deuxième journal officiel. C'est assez rare pour le resignaler. Voilà. Donc, on est sous le signe de l'été. On croyait pas si bien dire quand on avait décidé que ce soit sous le signe de l'été. En effet, tous chapeau, lunettes, et on aborde la web actu de juin 2025. Alors, la prime de partage de la valeur. Je vais droit au but et on va, mais je sais que vous êtes habitués de tout ça, on va aborder avec des chiffres évidemment. Vous savez que la prime de partage de la valeur en 2025, elle vient impacter notre réduction générale de cotisation. Quel est l'impact? Alors, pour ceux qui ne sont pas matheux, un peu comme moi finalement, malgré les apparences, vous allez voir que finalement, il y a une règle mathématique qui a un impact sur... enfin, il y a une règle mathématique qui va venir peut-être en étonner certains. Comment ça m'a étonné? Donc, je reprends pour resituer le contexte, le paramètre de la réduction générale de cotisation patronale, bon, ce qu'on appelle parfois la réduction Fillon. Euh, Aujourd'hui, vous la connaissez, la formule qui est un paramètre ici avec un taux et un SMIC et d'ailleurs
la fameuse prime de partage de la valeur. Alors, ce dont on va parler d'abord, c'est pas tout de suite de la prime de partage de la valeur, c'est des nouveaux paramètres. Vous savez que on a eu une précision concernant le SMIC, on se posait la question lors de la dernière Web Actu. Le SMIC qui est pris en compte pour la réduction générale de cotisation 2025, donc du 1er janvier au 31 décembre 2025, c'est le SMIC du 1er janvier 2025, ou plus exactement de novembre 2024, puisque vous vous souvenez qu'il était intervenu un peu avant 2025 par anticipation. En tout cas, c'est ce SMIC-là qui sera pris en compte pour toute l'année 2025, quoi qu'il se passe. Inflation, plein inflation, même si le SMIC en 2025 augmente, c'est le SMIC en vigueur à aujourd'hui qui sera pris en compte pour le calcul de la réduction générale sur toute l'année. Bon, j'allais dire, tant mieux, c'est plus simple. Mais ça serait trop simple. Donc, on nous change quand même quelque chose. Le paramètre T, vous savez le fameux T qui nous donne le coefficient 0,3234, 0,3194. Vous allez dire, elle n'est pas du tout à jour. C'est plus ça, ouais, je sais. C'était 0,3234, 0,3194 pour les moins de 50 salariés, jusqu'à ce que, au 1er mai, on ait des changements. Premier changement qui était prévu, taux de cotisation patronale d'assurance chômage. Vous savez que le fameux paramètre T, c'est finalement pas un hasard. 0,3234, par exemple, c'est 32,34%. Et 32,34%, c'est la somme des cotisations patronales, à savoir les cotisations payées auprès de la sécurité sociale, au titre de la vieillesse, de la maladie, je ne les passe pas toutes. La somme des cotisations patronales payées au titre de l'assurance chômage est payée au titre de la retraite complémentaire. La somme des cotisations qui sont retenues dans la réduction générale de cotisation, comme son nom l'indique, nous donne un taux de 32,34% et 31,94%, la différence venant du taux du FNAL. Eh bien, ces taux ayant légèrement changé au 1er mai, à savoir pour l'assurance chômage, c'était prévu une baisse de 0,05% de cotisation patronale. Le taux AT est arrivé tardivement, est entré en vigueur au 1er mai aussi, avec un taux de référence qui était à 0,46 et qui est passé à 0,50. Finalement, une fois qu'on enlève 0,05 et qu'on ajoute 0,04, on se retrouve avec un paramètre T qui était à 0,3234 et qui passe à 0,3233 et 0,31. Bref, on ne va pas rentrer en détail. Bon, alors oui, pourquoi on parle de ça? Eh bien, parce qu'en fait, c'est au 1er mai. Et donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Alors, soit vous calculez la réduction générale comme on a l'habitude de le faire sur l'année, et elle se régularise entre le 1er janvier et le 31 décembre. J'allais presque dire indépendamment du changement de taux, pas tout à fait. Vous allez devoir calculer un taux finalement moyen sur l'année, ou bien, par principe, vous calculez une première réduction générale entre le 1er janvier et le 30 avril, et une deuxième partie de réduction générale pour les salaires versés entre le 1er mai et le 31 décembre. Alors bien sûr, j'ai chiffré tout ça, puisque l'idée c'est de chiffrer aujourd'hui. Si on calcule la réduction générale de cotisation patronale comme finalement si le salarié avait eu 2 contrats, c'est pas nous qui le disons, c'est le bulletin officiel de la sécurité sociale. 1er janvier, 30 avril, 1er mai, 31 décembre. On sait très bien que le salarié n'a pas eu de contrat. C'est juste pour faire la ref par rapport à quelque chose qu'on sait faire lorsque le salarié a eu 2 contrats sur l'année. Bon. Vous allez donc calculer 2 réductions générales sur 2 périodes séparées. Et j'ai pris un exemple, alors évidemment un exemple exagéré, avec un salaire mensuel de 2180 € et justement une prime de partage de la valeur. Mais j'aurais parfaitement pu prendre une prime, quelle qu'elle soit, puisque on reviendra tout à l'heure sur la question de la prime de partage de la valeur qui est prise en compte dans la réduction générale de cotisation patronale depuis 2025. Alors c'est pour ça que j'ai pris l'exemple avec la prime de partage de la valeur, ça aurait parfaitement pu être une prime exceptionnelle, des commissions, etc., etc. Notre salarié qui a eu cette prime qui lui a été versée sur la première partie de l'année, en tout cas avant le 30 avril 2025, va se voir calculer, en tout cas pas lui, mais pour ce qui concerne les réductions générales, une partie de réduction générale sur la partie de salaire 1er janvier, 30 avril. Donc, vous calculez la réduction générale entre le 1er janvier et le 30 avril. J'ai pris une entreprise de plus de 50 salariés, c'est un choix arbitraire, qu'importe. Vous calculez la réduction générale avec le coefficient à 0,3234 pour 4 mois.
Et vous comparez ça, alors pardon, hein, c'est tout en ligne, voilà, 1,6 fois le SMIC pendant 4 mois, comparé à 4 mois de salaire, y compris, alors j'aurais dû mettre des parenthèses, pardonnez-moi, 4 mois de salaire à 2 180 euros, augmenté de la fameuse prime qui a été versée au cours de la première période. Taca, 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 on fait le calcul, on arrive à un montant de salaire qui dépasse le niveau qui permet d'avoir de la réduction. Donc, résultat, première partie de l'année, 1er janvier 30 avril, pas de réduction générale parce que le salaire, notamment à cause ou grâce, selon comment on voit les choses, à la prime, ne permet pas à l'entreprise d'avoir de réduction générale de cotisation sur cette période. Deuxième période, 1er mai 31 décembre, le salaire sans aucune prime, 8 mois de SMIC, 8 mois de salaire, numérateur 8 mois de SMIC pour la durée de travail du salarié, dénominateur 8 mois de salaire sans aucune prime, une réduction générale qui, sur les 8 mois entre mai et décembre, nous donne 3 000 euros, réduction annuelle 3 000 euros. Le bulletin officiel nous dit effectivement de calculer la réduction générale de cette manière-là. On a au titre, pour ce qui concerne le bulletin officiel, des tolérances, et notamment une tolérance de calculer la réduction générale sur l'année. Donc, vous pouvez choisir, si j'ose dire, l'une ou l'autre des méthodes. Pardon. Je reviens ici. Pourquoi ça ne se déclenche pas? Si vous calculez, ben si, c'est ça. Si vous calculez sur l'ensemble de l'année, hein, donc vous calculez pour la totalité du salaire du 1er janvier au 31 décembre avec 2 180 euros de salaire pendant 12 mois et 3 000 euros de prime sur toute l'année, vous allez donc avoir le calcul suivant qui va s'opérer. Un coefficient de 32,34 qui était le coefficient jusqu'au 30 avril, applicable 4 mois sur 12, un coefficient de 32,33 applicable à 8 mois sur 12, grosso modo ça fait comme un coefficient moyen, hein. Ça fait une pondération, un coefficient pondéré compte tenu du coef pendant 4 mois à 32,34 et pendant 8 mois à 32,33, et vous vous retrouvez avec un coefficient annuel applicable à l'ensemble de la rémunération de votre salarié qui va nous amener à avoir 0,10 de réduction générale, 10% de réduction générale sur la totalité du salaire annuel avec la prime de partage de la valeur dans notre exemple, et donc une réduction générale de 2 927 euros. Bon, vous voyez ici, pour faire simple, que lorsque vous avez eu des primes qui ont été versées sur une période ou l'autre période, il peut paraître opportun de faire une réduction générale séparée ou pas. Donc je vous ai scindé, je vous ai mis un autre exemple sur lequel on ne va pas revenir parce que c'est particulièrement insupportable en audio et en visio d'avoir des exemples chiffrés. Vous le regarderez à tête reposée. Vous savez que la Web Actu est à disposition ensuite sur YouTube, etc. C'est un autre exemple, autre salle, autre ambiance. Vous avez une prime de vacances de 1 500 euros, un salaire un peu plus élevé. C'est pour ceux qui croiraient que j'ai voulu traficoter en mettant un salaire pas trop élevé et une prime très élevée. J'ai fait un peu l'inverse. J'ai mis un salaire de 2 500 euros et une prime beaucoup plus basse. Voilà. Donc ça revient au même, hein, en fait. Voilà. Donc j'ai fait une analyse qu'on va regarder ensemble. Donc s'il n'y a pas de prime, c'est pas 0,01 point sur le coefficient qui va changer grand-chose, hein. Donc les deux méthodes, que ce soit de l'annuel ou par période, pas de changement s'il n'y a pas de prime. Par contre, lorsque vous avez des primes versées sur la période 1 ou la période 2, vous allez perdre le droit à la réduction générale, principe, sur la période sur laquelle vous allez avoir la prime qui est versée. La question, c'est combien est-ce que je perds de réduction générale et combien, par ailleurs, je conserve de réduction générale sur la période où il n'y a pas eu la prime. Donc, vous voyez l'effet, si j'ose dire, je ne devrais pas dire ça, d'aubaine pour l'exemple qu'on a pris ensemble. Bon, voilà, je vous laisse analyser la situation. Voilà. Ça dépend aussi des paramétrages par défaut qui ont été faits au niveau de vos logiciels de paye. Sachez que le principe en général est le calcul par période. Bon, donc c'est juste pour faire un zoom sur le fait du changement de coefficient qui finalement n'est pas si neutre que ça. Vous avez sans doute entendu, oui, bon, 0,01. Oui, d'accord, 0,01, mais en cours d'année. Et donc, qu'est-ce que j'en fais? Voilà.
Ensuite, concernant justement cette fameuse réduction générale, vous savez que pour ceux qui me connaissent, que je suis une grande fan de la réduction générale, ben, on a eu cette surprise de prime de partage de la valeur qui est prise en compte dans la réduction générale cette année. Quel impact? Oui, ben, quel impact, on l'avait vu hein, lors de la précédente Web Actu, lorsque vous avez une prime de partage de la valeur qui, elle, n'a pas supporté les cotisations, pause. Voilà. La prime de partage de la valeur qui ne supporte pas les cotisations, ni salariales ni patronales, bénéficie pourtant de réduction de cotisations patronales, hein, puisqu'elle est prise en compte dans le calcul ici du salaire annuel auquel on va appliquer la réduction de cotisation, mais, donc ça c'est plutôt positif en matière de bénéfices de réduction, mais est prise en compte dans le salaire versé aux salariés qu'on doit considérer comme étant le seuil de salaire qui nous permet de calculer combien on a de réduction générale. Donc je récapitule, plus le salarié a un salaire élevé, moins la réduction générale l'est. J'enfonce des portes ouvertes. Hein. Donc plus vous mettez au dénominateur des sommes, et moins vous allez avoir de réduction de cotisation. En revanche, plus vous prenez en compte des sommes ici dans le salaire de référence auquel vous appliquez le taux d'allègement, ben, plus vous aurez d'allègement. Bon. On aurait pu s'attendre, c'est juste pour ça que j'en parle, à ce que, certes, la prime de partage de la valeur soit prise en compte dans le salaire pour comparer le salaire à un niveau de SMIC, et que, compte tenu du fait que cette prime de partage de la valeur n'a pas supporté de cotisation, elle ne soit pas prise en compte dans les sommes auxquelles on applique un allègement de cotisation. Pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas supporté de cotisation. Bon, j'allais dire presque tant mieux, on a la prime de partage de la valeur qui est prise en compte au dénominateur, qui fait effectivement diminuer le coefficient, qui, le dit coefficient, est appliqué par contre à l'ensemble de la rémunération, prime de partage de la valeur incluse. Bon. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un coefficient de 0,2852, donc 28,52% de réduction de cotisation patronale dans notre exemple, pour un salaire avec prime de partage de la valeur. Grosso modo, un allègement annuel de 6 451 € dans le cas de cette entreprise-là. Bon, alors j'ai pris, oui, vous allez me dire, oui, c'est pas exactement juste, je sais. J'ai pris 0,3233 pour 12 mois. Ouais, bon, okay. Si j'avais pris le même coefficient, sans la prime de partage de la valeur, aucune, ni au dénominateur, ni dans le salaire auquel j'applique l'allègement. Avant loi de financement de la Sécu, ce que j'aurais fait l'année dernière, par exemple, j'aurais eu un peu plus, voire beaucoup plus, de réduction générale. Ici, en tout cas, j'aurais eu quasiment 7 000 € au lieu de quasiment 6 500. Pour faire simple, j'ai donc ici 538 € de réduction générale de cotisation de moins du fait de l'entrée en vigueur de ce changement dans la loi de financement de sécurité sociale 2025. Alors pour ceux qui étaient à la Web Actu dernière, ils vont me dire « Ouais, super, on le savait déjà ». Pour ceux qui n'y étaient pas, ils vont dire « Ouais, super, on le savait déjà, on n'avait pas besoin de toi ». Oui, je sais. Sauf que la logique mathématique fait que, encore une fois, vous pouvez vous dire « Oh ben oui, mais elle nous embrouille, elle nous met des mecs au SMIC ». Ok, c'est vrai que pour un salarié au SMIC, effectivement, on l'a vu, la perte, si j'ose dire comme ça, hein, la diminution du montant de la réduction générale est de 538. Alors du coup, je fais pour quelqu'un qui est au-dessus du SMIC, mais qui bénéficie quand même de la réduction de cotisation, enfin, pour lequel l'employeur bénéficie de réduction de cotisation. J'ai pris un niveau de 1,3 fois le SMIC. Ah, j'ai à peu près pareil d'écart entre ce que j'aurais eu avant l'entrée en vigueur de la loi de financement et après. Et maintenant, je m'approche dangereusement de 1,6 SMIC, c'est-à-dire que j'ai fait le calcul pour un salarié qui a 1,55 SMIC. Et j'ai toujours 538 € d'écart. Alors, au-delà du fait que c'est toujours le même chiffre, juste pour info, je vous ai mis à côté le pourcentage que représente la perte, je mets encore des guillemets, hein, la diminution de réduction générale de cotisation par rapport au niveau de salaire du salarié. Et on constate malheureusement que, compte tenu du fait que le montant de
la réduction générale qui, lui, est inchangée au regard du niveau identique de prime de partage de la valeur. La diminution de la réduction générale de cotisation est inchangée, quel que soit le niveau de salaire, eh bien, on peut en conclure que finalement, plus le salaire est bas, plus c'est pénalisant. Je vous ai fait un tableau de synthèse basique, comme dirait mon ami Orelsan, simple, basique, 500 € de PPV, 270 € de réduction de cotisation générale, de réduction de cotisation patronale de moins. On va appeler ça un surcoût de PPV, on peut se permettre peut-être de le dire. 1000 €, on le retrouve, on a notre 538 € et quelques, 1500, quel que soit le niveau de salaire. Donc je vous ai fait le calcul, vous pouvez vous amuser à le refaire. Je sais que certaine Julie qui est parmi nous, que je connais bien et qui doit faire des calculs sur des grands fichiers Excel, et elle ne doit pas être la seule, donc vous pouvez faire le calcul si ça vous amuse. Vous allez voir effectivement que quel que soit le niveau de rémunération, pour un même montant de prime prise en compte, et là je parle de la PPV puisque c'est le vrai changement 2025, quel que soit le niveau de salaire, le montant de la réduction générale que vous allez avoir en moins est identique avec une même prime de partage de la valeur. Voilà. Donc, bon, perso, ça m'a étonné. Apparemment, c'est une histoire d'écart type. J'ai même pas compris la réponse qu'on m'a donnée. En tout cas, je suis pas bonne en maths. Voilà, ça je peux le conclure. Voilà. Donc, puisqu'on est dans les réductions patronales, pardon, je saute du coq à l'âne, il y a peut-être des questions, on les verra. Puisqu'on est dans les réductions de cotisation patronale, vous savez que parmi ce que nous, on appelle une cotisation majorée, il y a des réductions de cotisation pour les niveaux de salaire inférieurs avant à 2,5 SMIC et à 3,5 SMIC. Ces seuils de déclenchement de cotisation qu'on appelle majorés ont été abaissés aussi. Je récapitule, regardez. Avant, on avait ça. Un taux de cotisation d'assurance maladie qui était de 13% au lieu de 7% à partir du moment où vous franchissiez le seuil de salaire de 2,5 SMIC. Je sais, c'était avant. Et vous aviez pour les allocations familiales le même mécanisme, un taux de cotisation patronale plus élevé lorsque vous franchissiez un seuil de 3,5 fois le SMIC. Les seuils ont été abaissés, je vous le fais en simple. On est plus vite au seuil de déclenchement du taux plus élevé. En fait, ces taux-là, ce n'est pas des taux majorés dans la logique des cotisations patronales. On est sur des réductions de cotisations. Le vrai taux, c'est 13 en maladie. Le vrai taux, c'est 5,25 en allocation familiale. Et pour permettre aux entreprises d'avoir des réductions de cotisations patronales pour certains niveaux de salaire inférieurs à certains seuils, les taux sont diminués. Mais comme en pratique, nous, en paye, on fait 7 pour tout le monde et 3,45 pour tout le monde, lorsque le salarié atteint le seuil, on fait une majoration. Plus 6 pour arriver à 13, plus 1,8 pour arriver à 5,45, etc. à 5,25. Voilà. Ces seuils étant diminués, ok, ils sont passés de 2,5 à 2,25 pour le taux de cotisation de maladie et de 3,5 à 3,3 pour le taux de cotisation, voilà, le taux de cotisation d'allocation familiale. Pour ce qui concerne l'entrée en vigueur, la loi de financement de la Sécu, c'était 1er janvier, enfin, la loi de financement de la Sécu entre en vigueur au 1er janvier 2025, sauf qu'elle est intervenue, comme on l'a dit tout à l'heure, fin février 2025. Donc le BOS tolère une non-régularisation au titre des salariés déjà sortis au 28 février 2025. Pour tous les autres, vous devez faire des régularisations au titre des salaires qui auraient bénéficié d'un taux réduit entre le 1er janvier et le 28 février, à condition que leur salaire soit supérieur au nouveau seuil. Donc si, je vous la fais simple, le SMIC, c'est toujours le SMIC, c'est toujours le SMIC au 1er janvier 2025. Donc si votre salarié a un salaire compris entre 4 054 et 4 368, vous vous retrouvez avec un salarié qui avait bénéficié entre le 1er janvier et le 28 février d'un taux réduit, alors qu'il n'aurait pas dû. Donc, régularisation.
Alors, quel est l'impact? Puisqu'on est dans le chiffrage, hein, je vais vite sur les rappels, parce que ça, je sais que vous l'avez intégré. On est quand même au mois de juin, hein, pardon, mais là, je pense que c'est intégré. Quel est l'impact? Ben, l'impact, c'est que lorsque le taux s'applique, le taux plus élevé s'applique, c'est dès le premier euro. C'est-à-dire, comment dire, vous avez une cotisation de maladie qui était de 7 et qui passe à 13 compte tenu du fait que votre salarié, euh, par exemple, ici, à 4 100 euros. C'était un salarié l'année dernière pour lequel vous ne payez que 7 points de cotisation patronale de maladie. C'est un salarié pour lequel, pour l'année 2025, vous allez payer 13 points. Ces 6 points de plus s'appliquent aux 4 100 euros. Chiffrage. Chiffrage pour le budget 2025. Anticipé pour vos salariés dont le salaire est compris entre le nouveau seuil et l'ancien seuil. Le surcoût en termes de masse salariale par rapport à la totalité du salaire des salariés concernés. Donc, je pris ici l'exemple sur un mois. Vous avez un salarié pour lequel vous payez IEZ, à l'imparfait, 4100 euros à un taux de 7%, et pour lequel vous allez payer au titre de l'année 2025 4100 euros à un taux de 13%. C'est pas tout à fait la même. On est sur un mois, multiplié par 12, ainsi de suite, et multiplié par le nombre de salariés concernés. Bon, tout dépend de vos masses salariales et de vos niveaux de rémunération, mais donc, effectivement, ici, la mesure coûte, je mets des guillemets, pour le coup, 246 euros par mois, voilà, parce qu'en fait, la mesure s'applique à l'entièreté du salaire. Donc faites bien un check de vos salariés qui ont des salaires compris entre ces seuils-là pour anticiper les surcoûts sur les budgets 2025. Enfin, à mon sens, hein. Après, vous faites d'ailleurs ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est important de ne pas se retrouver surpris par des augmentations de masse salariale qui dépendent simplement de réformes qui ont quand même un effet important pour certaines catégories de salariés. Bon. Euh, donc, je vous ai noté ici, prévision de budget 2025, extraire les salaires compris. Alors, je vous l'ai mis en annuel, mais bon, c'est grosso modo entre 4000 et entre l'ancien seuil, entre 4000 et 4004, quoi. Donc, en annuel, vous avez ces salariés-là, entre 48 000 euros de salaire annuel et 52 000, c'était des salariés qui n'étaient pas concernés par le coût de la maladie à 13 points. Ils le deviennent. Bon, ben, ok, vous prenez leur salaire annuel depuis le premier euro, vous le multipliez par 6% et ça vous fait le surcoût. Idem pour la famille. Alors, c'est moins impactant sans doute d'une part parce que il y a sans doute moins de salariés concernés. On est quand même sur des niveaux de salaire plus élevés. On est sur des niveaux de salaire à quasiment 6 000 euros. Et surtout, l'écart de cotisation est finalement moins élevé. On n'est pas plus 6 points de cotisation, on est à 1,8. Bon. C'est très technique, je suis désolée vraiment. Je sais pour ceux qui s'inscrivent, en général, vous captez la paye, mais là vraiment, pardon, avec tous mes chiffres, je m'emballe un peu, mais je me dis, il faut peut-être anticiper, on est en juin, anticiper un peu les surcoûts sur les budgets 2025, c'est l'occasion de faire un point, euh, voilà, par rapport aux réformes qui sont intervenues qui sont impactantes pour les entreprises. Alors, je vais regarder le chat. Bon, moi, pour l'instant, j'ai pas de message à part des bonjours, hein, donc voilà. J'ai pas de questions, on verra à la fin. Bon, l'apprentissage, je vais enfoncer encore une fois des portes ouvertes, hein. Tout le monde a bien vu que concernant l'apprentissage, il y avait des changements. Donc là, vraiment, on attend encore, à ma connaissance, à moins que je les zappé, le décret qui fait entrer en vigueur le reste à charge obligatoire au 1er juillet pour les contrats conclus à partir du 1er juillet 2025, le reste à charge obligatoire que les OPCO vont devoir obligatoirement imposer aux employeurs qui prennent en apprentissage des apprentis dont le niveau est au moins égal au niveau 6, qu'on appelle communément le bac plus 3. Bon, je vous ai mis des petits détails. Bon, c'était juste un rappel concernant cette prise en charge. Donc, c'est la date de conclusion du contrat. Ce qui veut dire que de nombreux établissements d'enseignement, et même dans la presse, vous pouvez le voir écrit,
On vous incite à conclure le contrat avant le 1er juillet pour ne pas avoir le reste à charge obligatoire, même si le démarrage du contrat intervient ultérieurement, et par exemple au moment de la rentrée scolaire. C'est la date de conclusion du contrat qui va faire entrer en vigueur le reste à charge obligatoire de 750 € pour les apprentis dont le niveau est égal au moins Bac plus 3. Bon. C'était juste pour ceux qui l'avaient oublié, raté, ça m'étonnerait. Dans le combien ça coûte? Les arrêts maladie. Alors, il y a eu deux choses, mais ça aussi, on en avait déjà parlé. La première chose, c'est ce qu'on appelle tous la tolérance week-end. C'est pas vraiment forcément une tolérance week-end. C'est, vous savez, lorsque le salarié a un arrêt de travail et qu'il est prolongé. Si il revient chez son médecin et que la prolongation, donc le médecin coche bien prolongation sur le nouvel arrêt de travail, intervient alors que l'arrêt de travail numéro 1 est encore en cours, nickel. Enfin, nickel, c'est une vraie prolongation. Si, par contre, le salarié revient ici, voilà. Si le salarié revient chez son médecin alors que l'arrêt de travail, comment le dire, on n'est plus couvert par l'arrêt de travail. Un exemple simple. Vous avez un salarié qui a un arrêt de travail qui s'est achevé le vendredi. Pour lui, il a un arrêt de travail jusqu'au vendredi, normal. Mais sauf que comme le samedi et dimanche, l'entreprise est fermée, il va quand même pas défoncer la porte pour aller bosser. Enfin bon, à un moment donné, il est supposé reprendre le lundi. Puis le lundi, ça va pas mieux. Donc il reprend naturellement rendez-vous chez son médecin le lundi. Et c'est pour ça qu'on parle de tolérance week-end. Le médecin le revoit le lundi, il lui dit, voilà mon pauvre, il va falloir prolonger. Clac, clac, je coche prolongation. Sauf qu'on n'est plus couvert par l'arrêt. Qui lui s'était arrêté le vendredi. Alors certes, entre-temps, finalement, le salarié ne pouvait pas travailler naturellement puisque son contrat de travail ne couvre pas le samedi et le dimanche. Jusque-là, pour la sécurité sociale qui, elle, résonne en calendaire, l'arrêt de travail s'étant achevé le vendredi, le lundi, le salarié n'est plus couvert par un arrêt de travail, la prolongation n'est plus une prolongation. Et donc, lorsqu'il y a une interruption entre la fin de l'arrêt et le démarrage du nouveau de la prolongation, les 2 jours, là dans mon exemple 2, ça aurait pu être 1, les 2 jours non couverts par l'arrêt ne sont plus indemnisés par la Sécu. Pareil, les gens foncent des portes ouvertes, tout le monde a dû le voir, donc c'est pas nouveau. Depuis septembre 2024, certaines CPAM l'ont fait, puis progressivement l'ensemble des CPAM, puis aujourd'hui la totalité des CPAM le font. Donc, vous n'avez pas d'indemnité journalière sur les périodes non couvertes par un arrêt de travail, même si l'arrêt de travail indique une prolongation. La question c'est, est-ce qu'il y a une nouvelle carence? Non. Dès lors qu'il y a moins de 2 jours entre la date de l'arrêt initial et la prolongation, donc lorsqu'il s'agit de prolongation, je ne parle pas de nouvel arrêt évidemment, lorsqu'il s'agit de prolongation, si vous avez moins de 2 jours, vous avez une non prise en charge des jours non couverts par l'arrêt, au titre des IJ de sécurité sociale, mais en revanche pas de nouvelle carence. La carence, une nouvelle carence intervient, comme si c'était un nouvel arrêt, lorsque vous avez plus de 2 jours calendaires d'interruption entre la date de fin donc plus 2, donc c'est pas égal ou moins égal, c'est plus 2, strictement supérieur. Dans notre fameux samedi-dimanche, on est bon. Par contre, samedi, dimanche, lundi, parce que finalement, le salarié n'a pas pu avoir un rendez-vous chez son médecin le lundi, on n'est pas bon, Enfin, on n'est pas bon. Non seulement les 3 jours, samedi, dimanche, lundi, ne seront pas couverts par l'arrêt, il n'y a pas d'arrêt, donc pas d'IJ, mais il va y avoir une nouvelle carence et la sécurité sociale n'interviendra donc pour le coup que à compter du vendredi, puisque mardi, mercredi, jeudi, carence. Pas rire. Et le coût du pas d'IJ, pas de maintien, lol. Enfin, lol. Attention, attention à vos accords. Alors, je crois que je l'avais déjà dit, mais attention à vos accords collectifs. Certains, je pense notamment à la métallurgie qui est plutôt bien écrite pour ce qui concerne la nouvelle convention collective, certains prévoient qu'il n'y a de maintien qu'à partir du moment où il y a perception d'IJ, mais pas tous les accords collectifs de branche notamment
peuvent être opposés dans ce sens-là, hein. Donc le pas d'IJ, pas de maintien, les juges ne sont pas tout à fait d'accord avec cette interprétation-là. Pas parce que vous n'avez pas d'indemnité journalière versée sur la période que l'employeur n'a pas à faire le complément employeur. Et là, on n'est plus sur un complément, on est carrément sur un maintien, hein. Parce que le complément, c'est combien je lui dois et combien la sécurité sociale paye dans l'histoire. Donc, maintien de salaire sous déduction des IJ. Ça, c'est le complément. Par contre, quand vous commencez à pas avoir d'IJ, c'est maintien de salaire sous déduction de que dalle. Donc, pardon, hein, mais donc c'est maintien de salaire. Bon, euh, pardon, donc le chiffrage, non, pour la tolérance week-end. Alors, si vous retenez un calendaire, parce qu'il y a cette question aussi, si l'entreprise retient l'absence en calendaire, le maintien de salaire sur les jours non couverts par l'arrêt, par exemple le samedi, dimanche, ben, c'est à votre charge totale, hein, puisque vous avez retenu le salaire sur le samedi, le dimanche. Le salarié a une prolongation à compter du lundi. Vous avez déduit du salaire, vous allez maintenir dans la même logique. Je retiens le samedi, le dimanche, je rends le samedi, le dimanche en calendaire sous déduction de 0 digi sur ces jours-là. Bon, donc je vous ai mis l'exemple, hein, le salarié en arrêt de travail du lundi au vendredi, vous avez, alors j'ai fait vous avez 2 semaines d'arrêt. Oui, parce que pour vous, c'est une prolongation, donc l'arrêt, il reprend le samedi, hein. Bon. Donc, vous allez avoir une absence de 14 jours, un maintien de 11 jours. Ah oui, parce que j'ai dû mettre 3 jours de carence. Oui, j'ai mis 3 jours de carence pour avoir une comparaison de carottes avec des carottes. Puisque la Sécu applique 3 jours de carence, pour avoir l'écart entre ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui, j'ai pris la même logique. Je me suis dit, l'entreprise applique la même carence, comme ça au moins on compare vraiment combien ça coûte cette histoire-là. Parce que si on commence à mettre des carences différentes, on mélange un peu tout. Donc, 14 jours d'absence, on intervient à compter du quatrième jour calendaire, donc on va maintenir 11 jours calendaires à 100%, sous déduction des IJ. Alors là, pour le coup, quels sont les IJ? Alors, prenons un exemple, lundi, mardi, mercredi, pas d'IJ, mais pas de maintien employeur. Donc, on est tranquille, on est parallélisme des formes, pas d'IJ, pas de maintien sur les 3 premiers jours de carence. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai mes fameux 11 jours à compter de la première semaine jusqu'au dimanche de la deuxième semaine. Si tant est que le médecin est prescrit un arrêt jusqu'au dimanche de la deuxième semaine. LOL. Sous déduction de quoi? Ben, sous déduction de jeudi, vendredi, la Sécu, période non couverte par l'arrêt, elle réapparaît la Sécu que le lundi. Donc jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une bêtise. Faut que j'ai fait une bêtise. J'ai mis jusqu'au vendredi alors que l'arrêt, et oui, parce que c'est ça. Non, non, je peux faire de bêtises. Si vous raisonnez en calendaire, vous devez déduire tous les jours à compter du premier qui aurait dû être travaillé jusqu'au dernier qui précède la reprise. Et si même si l'arrêt de travail s'arrête vendredi, donc dans le pire des cas, vous avez un médecin qui prescrit les arrêts du lundi au vendredi. Sur la première semaine, il a prescrit un arrêt du lundi au vendredi. La Sécu est intervenue pour le jeudi-vendredi. Prolongation deuxième semaine. La Sécu réintervient à compter du lundi jusqu'au vendredi, puisque le médecin a prescrit un arrêt jusqu'au vendredi. Elle réintervient, elle n'intervient pas sur le samedi-dimanche parce qu'on est sur une période non couverte par l'arrêt de travail. Et vous, qui raisonnez en calendaire, vous devez déduire les jours calendaires entre le premier jour de l'arrêt jusqu'à la date de fin de l'arrêt, ou en tout cas la veille de la reprise, donc du lundi au dimanche de la deuxième semaine, et maintenir dans la même forme, donc maintien en calendaire, à compter dans mon exemple du quatrième jour calendaire, puisque vous avez 3 jours de carence, sous déduction des IJ perçus sur la période. Et la période s'achève au dimanche de la deuxième semaine. Sauf que la Sécu, elle ne va intervenir que sur les jours couverts par l'arrêt. Donc oui, pardon, hein. Emma, je suis désolée, c'est très compliqué, vous écrivez, je sais, hein, voilà. Donc, c'est ce que vous faites naturellement, hein, ou que le logiciel de paye fait naturellement. Simplement, là, je le décortique pour mettre en évidence quoi? Pour mettre en évidence ici que le complément employeur, c'est finalement le montant du salaire maintenu
sur les jours calendaires que vous avez déduits aux salariés et que vous devez garantir au titre d'un arrêt de travail sur 2 semaines, sous déduction des nouvelles IJ qui ne couvrent plus les périodes non couvertes par l'arrêt, notamment le week-end entre 2 prolongations. Pourquoi 502 € de complément et pourquoi j'en parle? C'est parce qu'avant, comment c'était? Eh bien, lorsque la sécurité sociale vous indemnisait le samedi et le dimanche, le montant des IJ, et là j'enfonce des portes ouvertes aussi, le montant des IJ, bien que l'arrêt ne couvrait pas le samedi et le dimanche, la tolérance de la sécurité sociale faisait que les IJ étaient poursuivis entre la première semaine et la deuxième semaine sans aucune interruption et vous amenait à avoir un montant d'IJ un peu plus élevé sur une période qui était couverte par l'arrêt de travail ou pas. Voilà, bon, c'est à peu près la même chose lorsque vous faites la retenue un jour ouvré d'ailleurs. Hein. Donc je vous l'ai mis, vous le regarderez. Effectivement, voilà, Julie, oui, je vais calculer un jour ouvré juste après. Ça revient avec plaisir. Je vais croire qu'on se connaît tellement bien que maintenant j'anticipe même vos questions. Donc voilà. Donc vous avez effectivement le complément, c'est à peu près la même logique hein, pour ce qui concerne un jour ouvré, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui raisonnent un jour ouvré. Donc, pour la maladie, la tolérance week-end, pardon, je me dépêche, vous avez effectivement le surcoût lié. Voilà. Vous avez un deuxième point voilà, pour la maladie, l'abaissement du seuil de calcul des IJ, du seuil de salaire qui permet le calcul des IJ. Ça c'est pareil, on l'avait déjà vu, je le redis, le nouveau seuil qui était jusqu'à présent de 1,8 fois le SMIC, donc votre salaire, quand vous calculez les IJ, la Sécu qui calcule les IJ prend les salaires des 3 derniers mois civils précédant l'arrêt. Elle prenait les salaires jusqu'à 1,8 SMIC, jusqu'à 3 200 €. Elle ne prend aujourd'hui les salaires en référence que jusqu'à 1,4 fois le SMIC, 2 500 €. C'est pas tout à fait la même. Donc, pour les arrêts prescrits à compter du 1er avril, vous allez donc avoir, effectivement, pour un salarié, par exemple, qui a 3 000 € de salaire, vous comprenez bien que c'est un salarié qui est concerné par le nouveau seuil. Le salaire qui était pris en compte jusqu'à maintenant, c'était bien 3 000 €. Hein, donc avant, vous preniez le salaire de 3 000 € divisé par le nombre de jours calendaires sur les 3 derniers mois. Et aujourd'hui, vous prenez le salaire dans la limite de 2 500 €. Ben oui, sauf que le salarié, lui, il va quand même falloir lui garantir le niveau de garantie de maintien de salaire, 90%, 100%, hein, je ne sais pas, jusqu'à 3 000 €. Vous, employeur, vous n'allez pas dire, oh ben, la Sécu indemnise que jusqu'à 2 500, moi je m'arrête à 2 500, certainement pas. Hein. Donc effectivement, vous avez là aussi un surcoût au titre du maintien de salaire à anticiper pour ce qui concerne le complément employeur qui va devoir couvrir entre 2 522 et 3 000 €, ben 100% du salaire si vous êtes à 100% du salaire sous déduction de rien du tout de la part de la sécurité sociale. Bon, je vous ai mis les abaissements, les chiffrages des mesures. Compte tenu du niveau de SMIC, vous ne prenez pas la tête. Si vous devez faire un chiffrage pour le budget 2025, tous les salariés dont le salaire est inférieur à 1,4 SMIC, vous les oubliez, pour eux, ça n'a rien changé. Tous les salariés, on croit que tous les salariés au-delà de 1,8 SMIC, ça n'a rien changé. Si, cela ne les oubliez pas. Pour la tranche de salaire comprise entre l'ancien seuil, enfin le nouveau seuil et l'ancien seuil, hein, entre 1,4 et 1,8 SMIC, chiffrez-le. Prenez grosso modo le taux d'absentéisme par catégorie de salariés, hein, par catégorie de niveau de salaire, et vous vous dites, sur les niveaux de salaire à partir de 1,4 SMIC, je fais des chiffrages. Pour ceux dont le salaire est compris entre 1,4 et 1,8, c'est la totale. Enfin, pour eux, c'est-à-dire qu'il y avait des IJ, il n'y en aura plus à partir de 1,4. Pour les autres, vous aviez déjà une perte en termes de maintien de salaire par rapport aux IJ versés. Du coup, c'est l'écart que vous allez devoir chiffrer dans votre surcoût. Voilà. Oh, je me suis dit de me dépêcher parce que je suis trop bavarde. On va accueillir Myriam. Je vais revenir après avoir accueilli Myriam sur les questions d'Emma et de Julie. Bonjour Myriam. Bonjour Bonjour. Nathalie. Bonjour, bonjour. Oui, merci. Merci Nathalie. On va faire la petite pause syndicale et c'est Myriam qui va prendre le relais. À toi Myriam.
Merci Sylvie, merci à toute l'équipe de Externa et à Nathalie de m'accueillir aujourd'hui sur cette web actu. Bonjour à tous et tous, je suis ravie de partager avec vous ce moment. Il y a du monde, d'habitude je suis en face plutôt d'une dizaine de personnes. Et tu peux Euh, remettre ton micro, ta caméra aussi, si tu peux, On si la tu peux. voit, hop, on la Ah, voit, j'y parfait. Myriam. suis, j'y suis. C'était moi qui voyais pas. Tu Merci, vois très bien, merci. Myriam. Ah, Bon, super. Pardon. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Myriam Ardouli, fondatrice de HurryUp, qui est un cabinet de conseil et de formation. Je me définis un petit peu comme l'allié RH des entreprises et des actifs, salariés ou non d'ailleurs, et j'interviens sur trois volets RH complémentaires. Euh, alors le premier volet, puisque cabinet de conseil de formation oblige, le premier volet, c'est la montée en compétences à travers la formation professionnelle à destination des équipes RH, notamment sur tout ce qui est réglementation, droit du travail, recrutement, administration du personnel. J'ai une spécialité puisque j'interviens aussi dans le secteur très réglementé et encore trop souvent méconnu qu'est le travail temporaire pour accompagner autant les agences de travail temporaire que les entreprises qui ont recours à l'intérim, car il y a vraiment des enjeux juridiques et sociaux qui y sont considérables. Le deuxième volet concerne l'accompagnement dans le repositionnement ou l'évolution, transition professionnelle à travers le bilan de compétences avec des emprunts parfois d'outils au coaching. Et le troisième volet, enfin, c'est le conseil RH pour accompagner à la mise en place ou à l'optimisation des processus et des pratiques en entreprise. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis une femme de terrain puisque j'ai été en entreprise pendant plus de 15 années sur différentes fonctions RH, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les trois parcours que je propose, mon approche reste identique, à savoir active, humaine et pragmatique. Active parce que c'est beaucoup de pratiques pour faciliter l'assimilation et l'application ensuite concrète au quotidien des nouveaux acquis. Humaine, j'ai à cœur à ce que l'individu qui est accompagné soit au cœur du parcours, hein, c'est son parcours, et il en est le principal acteur puisque c'est lui qui va être l'artisan ensuite dans la pratique terrain. Et enfin pragmatique, puisque je tiens également, bien entendu, femme de terrain, je tiens compte de la réalité de l'environnement, du secteur d'activité, des besoins, des enjeux également qui sont rencontrés et des objectifs qui sont visés. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour résumer, je propose en quelque sorte une safe place pour la réflexion, l'expérimentation et la transformation avec des objectifs qui est de créer de la valeur, d'activer des leviers et de faire avancer vers des résultats concrets et durables surtout. Je pense avoir fait le tour. Vous voulez peut-être savoir où je suis basée? Alors, je suis en région toulousaine, Toulouse Nord, hein, plus précisément, et j'interviens donc sur Toulouse, ses environs, les départements limitrophes en présentiel. Plus largement même sur l'axe, alors je ne sais pas comment vous me voyez, hein, mais sur l'axe Bordeaux-Montpellier, ou dans ce sens-là, en fonction de la caméra, et bien entendu à distance à travers toute la France. Je crois que j'ai fait le tour de moi, de qui je suis et de HurryUp. Bon, merci, merci Myriam. Mais alors, si, il faut rajouter, parce que si nous invitons Myriam ce matin, c'est aussi parce qu'elle entre dans le cercle privé des potins d'Externa. Et voilà, tu peux nous dire deux mots sur les potins de la RH. Avec plaisir. Alors, peut-être juste, on peut demander aux personnes qui sont présentes dans le chat, vous pouvez mettre oui ou non. Est-ce que vous connaissez les potins de la RH? Alors, est-ce qu'on a des réponses? Donc, alors, je pense que on va avoir une majorité de non.
pas d'inquiétude, c'est normal. C'est le Euh, début. exactement. En revanche, vous devez connaître les potins de la paye. Vous êtes nombreux à connaître les potins de la paye animés par Nathalie Ballard-Pezzetti. Eh bien, la famille des potins de Externa s'agrandit tout simplement avec ce nouveau-né qui a vu le jour mi-avril. Mi-avril, hein, tu me confirmes, Oui, Sylvie? c'est ça. Il y a eu simplement pour l'instant 2 potins qui ont été publiés. C'est tout frais. C'est Alors, tout frais. les potins de la RH, c'est quoi? C'est un focus sur un sujet RH qui va à l'essentiel. Alors, plus qu'un simple podcast, j'ai envie de dire que c'est une invitation à interroger nos pratiques, mais aussi des clés pour une transformation engagée, vertueuse et durable. C'est un format qui est très court, hein, 3 minutes environ, accessible, quelle que soit la plateforme d'écoute que vous utilisez, hein, quelles que soient vos préférences. Et enfin, un format fédérateur qui parle autant aux RH, aux managers, aux dirigeants qu'aux salariés. Alors, on y parle de quoi? On y parle de beaucoup de choses autour des ressources humaines. On y parle du parcours collaborateur, de marque employeur, de QVCT, de stratégie, d'outils, d'innovation. J'ai envie de vous dire, allez découvrir, venez nous écouter et nous soutenir également. Je pense sincèrement que chacun peut se reconnaître dans au moins un des épisodes que vous y trouverez, puisqu'ils sont tous inspirés de la vraie vie en entreprise, à travers des retours que l'on me fait, à travers des expériences également que j'ai moi-même vécues. Voilà, et je suis vraiment très heureuse de participer à cette aventure des potins. Bon, merci, merci Myriam. Alors, bah, vous avez compris que voilà, vous aviez les potins de la paye, les potins de la RH maintenant. Donc, les potins, c'est de l'actualité sociale, paye et maintenant RH. On aime partager cette information, cette actualité avec nos clients. C'est pour Externa, voilà, une évidence. Ça fait partie du partenariat et ça fait partie de notre ADN aussi. Et on vous invite vraiment à vous abonner. Vous pouvez choisir la plateforme de votre choix, YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast et j'en passe. Voilà, voilà, voilà. Et alors, Myriam, Oh, mi- oh, il y a les et potins oui, de la paye qui s'en mêlent. Parce que j'aimerais bien poser des questions aux potins de la RH, moi, quand ah, même. mais voilà, mais tout à fait, mais Ah c'était ben, pour faire plus ample connaissance. voilà. Allez, Nathalie, Allez, on on est va te parti, demander, Myriam. Alors là, voilà, attention. de poser quelques questions à Myriam, dans le style Fast and Curious. Je ne sais Ben pas oui, si tu connais Myriam, si tu veux bien aussi. Et puis c'est Nathalie qui va te poser les questions, hein? Hein, Nathalie? ah ben oui, ça, Myriam, elle est pas au courant, mais Non. on a concocté des petites questions parce qu'on aimerait mieux le connaître, hein. Donc, Ah, Myriam, allez. potin de la paye ou potin de la RH? Les deux, mon cœur balance. L'un ne va pas sans l'autre, Nathalie. Les C'est deux, les deux. politiquement Ah, correct, bravo. Foot ou rugby? foot, à la maison, c'est surtout foot, mais après, le cœur, bien entendu, toulousaine, le rugby, on y va également. Audit social Mais ou audit oui. de sécurité? Euh, ah, aïe, aïe, aïe. Audit social. J'ai envie de dire audit de sécurité parce que ben, sécurité, il y a aussi la sécurité au niveau social derrière, hein. Excel ou outils SIRH? Les deux, mais beaucoup Excel. Je pense que des fois, on n'a pas toujours accès à des outils SIRH. Donc, Excel, une base sine qua non. Ouais, souvent les deux d'ailleurs, mon capitaine, c'est vrai, je suis d'accord. Sushi ou cassoulet? Ah, bah, cassoulet, sud-ouest. On nous regarde de partout, attention, mais on les invite à goûter le Non, mais cassoulet. les sushis sont les bienvenus aussi, hein. Mais cassoulet, sud-ouest, on représente le sud-ouest. Instagram ou LinkedIn? Davantage LinkedIn, mais Instagram, bien entendu, il fait partie du paysage hein, aujourd'hui.
Et enfin, lundi ou plutôt vendredi? Vendredi pour savourer toutes les joies, tous les challenges de la semaine, là. Mais le lundi, c'est très bien pour démarrer. Mais le vendredi, ça permet de savourer tout ça. Eh bien, aujourd'hui, on t'a savouré à toi puisqu'on est vendredi. Merci Myriam parce que tu n'étais même pas au courant. Et Merci, merci Merci Myriam. à vous. Merci aussi Nathalie hein, pour ces questions. Et puis maintenant, on va te donner de nouveau la parole pour la suite de la Web Actu. Oui, alors j'ai été un peu longue, pardon, sur la première partie. Je vais essayer d'être plus courte. Je reviens sur les questions qui ont été posées concernant la maladie. Merci Sylvie, merci Myriam, hein. J'ai une première question d'Emma, c'était si je comprends bien, la Sécu va identifier tous les arrêts comme prolongation et déduire 2 jours de l'arrêt initial et si le deuxième arrêt est supérieur à 48 heures. Alors, oui, en gros, plus simplement, la sécurité sociale ne va plus indemniser tous les jours non couverts par un arrêt de travail. Voilà. Donc, c'est au-delà de l'aspect très compliqué qui aurait pu transparaître, c'est est-ce que l'arrêt de travail s'arrête le vendredi? Est-ce qu'il redémarre le samedi? Si oui, indemnisation. Si non, non-indemnisation partout pour tous les jours non couverts par l'arrêt. Et si, par malheur, le délai entre l'arrêt initial et la prolongation est de plus de 2 jours calendaires, donc de plus de 48 heures, alors nouvelle carence. J'espère que ça répond à la question d'Emma. Pour ce qui concerne la question de Julie, pour le SMIC, concernant la maladie, est-ce que c'est toujours celui en vigueur au 1er janvier 2025 ou s'il y a une évolution dans l'année, on le modifie ou on conserve celui en vigueur en début d'année? Donc je suppose, Julie, qu'il s'agissait d'une question concernant la maladie. Alors là, aucun changement, on est sur des règles historiques en termes de maladie. Le SMIC à prendre en compte pour le calcul du seuil, donc du fameux plafond 1,4 SMIC, c'est le SMIC en vigueur au dernier jour du mois civil précédant l'arrêt de travail. Donc, par exemple, aujourd'hui, ce serait le SMIC en vigueur au 31 mai 2025, puisqu'on aurait un arrêt du 20 juin 2025. Donc, ça veut dire que la différence de ce qu'on a dit, par exemple, pour la réduction générale de cotisation, s'il y a une augmentation de SMIC en cours d'année, pour ce qui concerne le nouveau seuil de déclenchement, le nouveau seuil de plafonnement des IJ, on va prendre en compte le SMIC en vigueur au dernier jour du mois civil précédent l'arrêt. Donc, supposons qu'on a un SMIC qui augmente au 1er juillet et un arrêt de travail au 30 août. Vous allez effectivement prendre en compte le SMIC en vigueur au 31 juillet 2025 s'il a augmenté en cours d'année. Voilà. Oui, c'est les anciennes règles sur ça, Julie, ça n'a pas changé, effectivement. Voilà. Alors non, malheureusement, je ne sais pas qui a posé la question, j'ose pas dire, je pense que c'est un nom de famille, monsieur, madame Manchon. Les caisses de prévoyance vont-elles prendre en charge le surcoût des IJ SS non réglés par la Sécu? Lol, pas du tout. Alors, par contre, là où ça a un impact en matière de prévoyance, c'est que non, la prévoyance ne va pas se substituer à la sécurité sociale. La question est posée comme ça. Mais en revanche, lorsque le salarié va passer en prévoyance, vous savez, au bout d'un certain temps, ou dès le début, d'ailleurs, si vous avez une réassurance ou une garantie arrêt de travail, le montant de l'indemnité journalière qui pourrait être du maintien de salaire, hein, pour simplifier, le montant de l'indemnité journalière complémentaire versée par la prévoyance va être supérieur compte tenu du désengagement de la Sécu sur ces périodes-là et nécessairement emporter des surcoûts au niveau des contrats de prévoyance. Voilà. Payer une prime de transport au lieu de la PPV. Oui, alors, comment dire? Je passe du coq à l'âne, hein, pardon. Enfin, les employeurs vont être tentés de payer une prime de transport au lieu de la PPV. Euh, euh, Rien à voir. Enfin, pardon, je sais bien que ça n'a rien à voir, hein, mais oui, alors en effet, mais si j'ose dire, ça n'a rien à voir. Alors après, vous n'avez pas, en effet, l'interdiction de mettre en place dans l'entreprise un accord qui permet la prise en charge de frais au titre du transport domicile-travail, puisque c'est à ça, je pense que vous faites référence. En effet, un accord collectif peut instaurer quelque chose de nouveau qui, de fait, se substituerait, mais pas officiellement,
en tout cas qui se substituerait à un élément qui était la prime de partage de la valeur, vous n'avez aucune obligation de la réamorcer chaque année, hein. Donc, vous pouvez parfaitement avoir versé de la prime de partage de la valeur et puis décider d'ores et déjà de ne plus la verser. Et alors, à ce moment-là, mettre en place un nouveau dispositif, pourquoi pas. Oui, en tout cas pour l'instant, la prime de transport, effectivement, n'est pas prise en compte dans la réduction générale de cotisation. À suivre, juste une remarque, à suivre, cela dit, pour les années qui arrivent, pour ce qui concerne les dispositifs d'épargne salariale. Vous savez que la réforme des réductions de cotisation patronale devrait prendre effet au 1er janvier 2026. On devrait avoir un changement total de paysage avec notre fameuse réduction générale et nos taux de cotisation maladie AF qui vont fusionner avec un nouveau plafond à 3 SMIC. Hein, donc, on n'a pas encore les détails des mesures. Sachez cependant qu'il est question, en tout cas plutôt en off, pardon, mais de peut-être intégrer dans les revenus, dans les rémunérations du salarié, les dispositifs d'épargne salariale, un peu comme aujourd'hui a été intégré la PPV. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas davantage, hein, mais en revanche, la prime de transport, non, hein, en tout cas pas à ma connaissance. Bon, après, c'est pas moi qui fais les lois. Donc, pour alors, je reprendrai la question, Emma, à la fin du truc. On va revenir sur d'autres points. Alors oui, les véhicules de fonction. Alors, j'essaie d'accélérer parce qu'on avait dit 1 heure. Bon, bien sûr, on est comme d'hab toujours un peu en retard. Les véhicules de fonction, combien ça coûte? Alors ça vous a pas échappé aussi, vous savez, le forfait pour les véhicules hybrides ou thermiques, donc hormis les véhicules électriques, le forfait pour ce qui concerne l'évaluation de l'avantage en nature au titre d'un véhicule dit de fonction a considérablement augmenté pour les véhicules thermiques et hybrides. Bon, je vous ai mis ici, alors déjà une précision du bulletin officiel de la Sécu. Bon, ok, c'est les véhicules mis à disposition. Qu'est-ce que la mise à disposition? C'est la date à laquelle vous donnez les clés au mec, hein, les clés aux salariés. C'est pas la date à laquelle vous avez acheté la voiture, etc. Bon, bref, je passe sur ça parce que je crois qu'on l'avait dit lors de la précédente WebActu. Puis ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ça. C'est qu'avant le barème, lorsque vous faisiez une évaluation d'avantage en nature, par exemple, le véhicule acheté il y a 2 ans, vous aviez 9% du prix d'achat du véhicule et ça vous faisait la valeur de l'avantage en nature que vous divisiez par 12 pour l'avoir sur tous les bulletins de chaque mois. Aujourd'hui, c'est pas 9, c'est 15. Hein, donc, exemple, un véhicule que vous avez acheté il y a 3 ans, 25 000 euros, vous ne prenez pas en charge le carburant, ben, concrètement, avant, vous aviez 9% de 25 000 euros divisé par 12, sur chaque bulletin, vous aviez un avantage en nature de 187,50 euros. Et ça a été le cas d'ailleurs jusqu'à fin mars. Jusqu'à fin mars? Non, jusqu'à... pourquoi jusqu'à fin mars? Je sais plus pourquoi. Oui, parce que oui, ils se le sont filés entre salariés, pardon. Hein. C'était par rapport à l'histoire de la diapo d'avant. Hein. Bon, bref. En tout cas, aujourd'hui, ce véhicule, vous le remettez à un nouveau salarié. C'est le même véhicule. Hein. Vous le remettez à un nouveau salarié, sous prétexte que ce salarié en dispose après le 1er février 2025. C'est le nouveau barème qui va s'appliquer à lui. Et vous passez d'un avantage en nature qui était à 187,50 euros à 312,50 euros. Alors vous allez me dire, oui, on l'ajoute, on l'enlève. Ok. Mais au passage, le salarié va payer des cotises sur plus que le salarié. Oui. Mais l'employeur aussi, surtout. L'employeur va payer des cotisations patronales sur 312 euros au lieu de 187. Et qui dit salaire plus élevé, dit réduction générale plus faible. Donc attention à l'impact effectivement de la mesure. Hein. Bon. Pourquoi j'en parle? Donc, je passe sur ça. J'en parle parce qu'il est peut-être temps. Je m'aperçois auprès des clients que beaucoup d'entreprises demandent malgré tout aux salariés de tenir un tableau de bord par rapport au nombre de kilomètres parcourus à titre perso, à titre pro, etc. Si vous le faites, hein, profitez-en peut-être pour vous poser 30 secondes et vous dire, est-ce qu'il ne s'agirait pas peut-être de passer aujourd'hui au réel? Au lieu de faire le forfait, donc je prends l'exemple ici pour un véhicule qui a été acheté ou loué. Vous savez que, je prends les règles d'évaluation. Quand vous faites au réel, vous devez évaluer l'avantage en nature réel, c'est-à-dire l'économie, je mets des guillemets, l'économie réelle que le salarié réalise du fait que
La voiture, c'est vous qui la payez, c'est lui qui l'utilise pour se promener le week-end, partir en vacances et promener sa belle-mère. Bien. Pour tous ces déplacements privés, l'usage personnel devient un avantage nature. Soit vous faites le forfait comme la diapo précédente, et vous avez nécessairement, pour les nouveaux véhicules, ou en tout cas pour les mises à disposition auprès de salariés de véhicules que vous aviez déjà, une augmentation. Soit vous décidez peut-être de vous poser, de vous dire, et si on appliquait la méthode réelle? Alors ça nécessite une rigueur terrible de la part du salarié, parce qu'il faut en effet que le salarié déclare le nombre de kilomètres parcourus à titre privé par rapport au nombre de kilomètres totaux parcourus dans l'année, alors soit par différence entre le nombre de kilomètres pro et le nombre de kilomètres totaux, avec le détail des clients qu'il a visités, soit par déclaration le vendredi soir, le lundi matin, combien de kilomètres au compteur. Donc rigueur terrible, mais vous la connaissez déjà, et pour certains, vous la pratiquez. Eh bien, si vous la pratiquez, profitez-en pour l'utiliser. Parce que je vais vous donner un exemple. Ici, si on applique la méthode réelle, on se retrouve avec, pour un véhicule à 35 000 euros, une évaluation qui se fait comme suit. Vous prenez le taux d'amortissement, hein, vous savez, un véhicule, c'est 5 ans. Prix d'achat du véhicule, fois 20%. Chaque année, l'avantage en nature s'évalue par rapport au taux d'amortissement du véhicule acheté. Donc 20% de 35 000 euros. Ce véhicule, il vous coûte 900 euros d'assurance, 1 100 euros d'entretien. Finalement, il vous aura coûté à l'entreprise 9 000 euros. De combien est l'avantage en nature pour le salarié? Sur les 9 000 euros que le véhicule a coûté en tout à l'entreprise, si le salarié parcourt 10 000 km à titre perso, pour se trimballer, un week-end, et sur les 33 000 km parcourus en tout avec le véhicule dans l'année, vous allez avoir un prorata qui met en évidence l'avantage en nature, l'utilisation privée, et donc un avantage en nature de 2 727 euros par an. Ce qui représente, c'est assez étonnant comme chiffre, ça se ressemble, mais je vais revérifier, ça fait 227 euros d'avantage en nature par mois. Si vous aviez appliqué la méthode forfaitaire pour ce salarié, vous auriez pris 15% de 35 000 euros, à savoir un avantage en nature de 437,50 euros par mois. Moins le salarié utilise le véhicule à titre perso, plus c'est intéressant. C'est juste une remarque, c'est en matière d'optimisation, vérifiez quand même que vous puissiez derrière prouver, alors par contre attention, prouver le nombre de kilomètres réellement parcourus par le salarié à titre personnel, et il est peut-être temps de changer les habitudes. Voilà, c'est juste pour vous mettre en évidence quelque chose que je sais, on appliquait assez peu parce que c'est très contraignant. Quand on voit les écarts que ça peut représenter en matière de surcoût au niveau des cotisations et de l'impôt sur le revenu pour le salarié, peut-être temps de prendre 5 minutes pour se poser. Voilà. Donc juste, je vous fais ce type de remarques-là. C'est pas une obligation, hein. Vous avez le choix entre les deux méthodes. Et vous pouvez avoir des méthodes différentes, d'ailleurs, à l'intérieur de l'entreprise. Mais bon, voilà. Alors, j'allais dire un dernier point. Le potin de la paye, pour ceux qui les écoutent, va porter sur ce point-là. Il devrait être diffusé assez rapidement. Voilà, je l'ai transmis tardivement et c'est dommage. À partir du 1er juillet 2025, il va y avoir un changement sur les saisies sur salaire, hein, qui est, on va dire, un peu important. Je vais vous expliquer pourquoi. Les saisies sur salaire, hein, comme on dit, il va y avoir une nouvelle procédure. Alors, vous l'avez peut-être vu passer, c'est plus le tribunal, et donc le greffe du tribunal qui va gérer les saisies, mais les commissaires de justice. Ce qu'on appelle communément, on appelait ces commissaires de justice les huissiers. Bon. C'est eux qui vont avoir la compétence pour émettre les procès-verbaux de saisie sur salaire. Je parle des saisies. C'est pas les ATD du Trésor public. C'est pas les pensions alimentaires. Hein. C'est pas les cessions sur salaire. Hein. C'est les saisies. Donc, le salarié qui, par exemple, a des dettes à l'égard de son bailleur, par exemple. Hein. Bon. Aujourd'hui, c'est le commissaire de justice qui va être en charge à partir de juillet 2025. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que, effectivement, à partir du 1er juillet, il va y avoir finalement une suspension de toutes les saisies en cours pour passation au commissaire de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur le mois de juin, vous avez fait un bulletin avec une saisie, je ne parle pas d'une ATD, Trésor public, etc., etc.
si vous avez fait un bulletin avec une saisie sur salaire, donc faites des extractions de votre logiciel qui vous permettent de voir quel est le type de retenue que vous faites aux salariés. Pour ce qui concerne les saisies, la somme que vous devez payer au greffe doit soit être payée avant le 30 juin, soit ne pas être versée. Si elle est versée après le 1er juillet, elle sera rejetée. C'est pas grave, c'est simplement que vous allez avoir une somme qui est rejetée et cette somme va devoir être reversée aux salariés. Donc, du coup, à y être, autant s'éviter du travail. Bon. Ça veut aussi dire que ces saisies-là doivent, dès le mois de juillet, être suspendues dans l'attente de la réception d'un procès-verbal de saisie de la part d'un commissaire de justice. Et comment il va s'y prendre? Alors lui, ça va prendre un certain temps, parce qu'en fait, le commissaire de justice qui va devoir gérer les saisies va devoir adresser aux salariés une signification, enfin adresser un commandement de payer aux salariés en juillet. Il a un mois, le salarié débiteur, du coup, il a un mois pour dire oui, ok, je paye ou on s'arrange, etc., etc. À l'issue de ce délai d'un mois, le commissaire de justice, si la dette n'est pas apurée, va devoir engager entre 1 et 3 mois un procès-verbal de saisie signifié à l'employeur. La signification se fera soit en vrai, en présentiel, toc toc, c'est le commissaire de justice, soit par, alors j'ai avalé le nom du portail, Sécure, je ne sais plus le nom. Zut, je devrais m'en souvenir, ça va rentrer, hein. Comme c'est assez nouveau, voilà, je me rappelle plus du nom, pardon, hein, je suis perdue. Bon, je cherche le nom, je vous le retrouverai, Securact, ou un truc comme ça, je me rappelle pas, pardon. Donc il y a 2 moyens pour signifier le commandement de payer, enfin la saisie à l'employeur, soit en vrai, soit via ce portail. Pas de recommandé, pas de mail, pas de machin. Bon. L'employeur a 15 jours pour dire « Ah oui, c'est vrai, ce salarié fait bien partie de mes effectifs, il gagne tant par mois, etc. » Il y a tout un tas d'informations à fournir au commissaire de justice répartiteur, qui a été nommé pour s'occuper de la dette. Et ensuite, vous allez recommencer, comme vous faisiez jusqu'à maintenant, vos saisies avec les quotités saisissables tout à fait parfaitement classiques. Bon. Et le versement ne se fera évidemment plus au greffe, mais au fameux commissaire de justice répartiteur qui aura été nommé. Vous n'arrêtez les versements que à partir de la réception d'une main levée. Donc, vous continuez les versements auprès du commissaire de justice. Voilà. Donc, léger changement dans la procédure, mais bon, à la limite, le calcul en paye est toujours le même. La méthode de versement sera la même, mais pas la même personne. Simplement, attention, on est genre le 20 juin, les bulletins sont pour certains déjà faits. Sachez que si vous faites des versements, alors vous ne serez pas les seuls, hein. Si vous faites des versements qui vont arriver après le 1er juillet au greffe du tribunal, ne soyez pas surpris d'avoir un rejet. Normal, c'est parce que c'est plus eux qui vont devoir recevoir les versements. Et donc, il va y avoir un laps de temps pendant lequel les salariés ne seront plus saisis. Entre juillet et la date à laquelle vous recevrez un nouveau procès-verbal, vous n'êtes pas censé savoir que le salarié ne s'est pas arrangé, si j'ose dire, pour régler sa dette. Ce qui veut dire que vous ne le saisissez plus. Donc, vous pouvez aller, je vous mettrai, je ne sais plus, pardon, mais je ne vais pas tout dérouler. Vous pouvez aller sur le site des commissaires de justice, il y a un mémo qui est en ligne, qui est super bien fait. Je le mettrai aussi sur le blog d'Externa, dans un article qu'on fait chaque fois écrit par rapport au potin de la paye. Vous avez non seulement le potin vocal pour ma douce voix, tout est relatif. Donc, vous avez le potin en podcast et vous avez aussi une note sur le blog d'Externa que vous pouvez retrouver. Et vous aurez le lien vers le livret à destination notamment des employeurs pour que vous sachiez exactement de quoi je suis en train de parler. Voilà, mais c'était pour vous alerter. On est le 20 juin, il serait peut-être temps. Bon, après, je ne pouvais pas anticiper la web actu. Par contre, j'aurais pu un peu anticiper le potin. Pardon. Donc voilà, là c'est un extrait notamment du memento à disposition sur le site commissaire de justice. Voilà, je vous ai mis le lien ici, mais voilà. Donc vous verrez, c'est plutôt très 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 bien expliqué. Ça sert à rien de refaire ce que certains font déjà très très bien. Donc je passe vite, mais c'est important que vous le sachiez.
La jurisprudence, je pense qu'on la fera pas forcément alors très très vite. Je regarde, il y a des questions et je me dépêche. Les employeurs, alors je reviens sur ma question en arrêt initial et prolongation. Nous, en tant qu'entreprise, on doit prendre le deuxième arrêt comme prolongation. Oui, oui, puisqu'il y a écrit prolongation. Oui, l'approche prolongation fait que vous devez tenir compte du fait que c'est une prolongation. Alors que la Sécu applique de la carence. Non, c'est pas de la carence. C'est une fête de tolérance pour paiement d'IJ sur des jours non couverts par l'arrêt. Donc, je sais que ça peut nous surprendre, mais en fait, les jours couverts par l'arrêt euh, sont, euh, euh, sont indemnisés par la Sécu en calendaire. Et effectivement, ouais, il y avait une tolérance de la Sécu qui fait que des jours non couverts par l'arrêt étaient pris en compte, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus de tolérance. Alors, il ne parle pas de carence. Hein, voilà. Pour notre convention, il y a incidence sur la prise en charge des jours de carence. Salarié en droit à 2 arrêts sur 12 mois. Alors bon, je sais pas. Euh, 2 arrêts pour paiement. Alors, je sais pas. Il faudrait regarder en détail. Je suis désolée. Moi, je suis désolée. J'ai pas trop le temps. Enfin, j'arrive pas à le percuter aussi vite parce que vous pratiquez la convention, mais j'arrive pas à voir le truc. Emma nous écrit, pour notre convention, il y a incidence sur la prise en charge des jours de carence parce que les salariés ont droit à 2 arrêts sur 12 mois pour paiement des jours de carence par l'entreprise. Je comprends bien ce que vous me dites, hein, mais dès lors, pour vous, c'est le même arrêt. Dès lors qu'il y a une prolongation, vous ne pouvez pas considérer qu'il s'agit d'un nouvel arrêt euh, et appliquer une nouvelle carence, en tout cas. Voilà. Alors, pour les avantages nature véhicule, ça signifie qu'on peut affecter un nombre maximum de kilomètres à titre perso. Non, pas du tout. Enfin, j'ai pas dit ça, je crois pas. Exemple, 15 000 pour un véhicule loué à 30 000 par an. Non, je crois pas. Enfin, pas à ma connaissance, hein. C'est vraiment le nombre de kilomètres réellement parcourus à titre personnel qui va représenter au niveau de l'évaluation réelle le montant de l'avantage nature. Donc, si le salarié a pour le coup 16 000 kilomètres parcourus à titre perso sur les 30 000 kilomètres parcourus au total, je ne parle pas du contrat, hein. On ne parle pas du nombre de kilomètres prévus au contrat. Vous pouvez parfaitement louer un véhicule en disant oui, nous on fait 30 000 par an. C'est pas ça que regarde l'URSSAF, hein. L'URSSAF va regarder le nombre de kilomètres au compteur, parcourus au total par le véhicule en réalité, et pas au contrat de location, et comparer ce kilométrage total au compteur au nombre de kilomètres parcourus à titre privé. Et c'est le ratio entre ces deux kilométrages-là qui va représenter le ratio à appliquer à l'évaluation réelle, à savoir 20% du prix d'achat du véhicule augmenté des dépenses au titre de l'assurance, de l'entretien, et je ne parle pas là des prises en charge de frais de carburant, sinon on va s'embrouiller les pinceaux. Donc non, il n'y a pas, à ma connaissance, de nombre maxi, un nombre maxi de kilomètres. Voilà, je crois, enfin, je suis sûre que non, hein, c'est vraiment. Voilà. Euh, alors oui, donc pardon Emma, on se tient à votre dispo vraiment pour répondre à des questions. J'aurai pas le temps là parce qu'on est vraiment très en retard pour les questions. Je suis désolée, les jours de carence après. Bon, je regarderai si j'arrive à rester sur le portail après et à répondre à votre question. On a vos coordonnées et je regarderai. Mais là, je ne vais pas pouvoir y répondre comme ça à chaud et compte tenu du temps. Mais je vous perds pas de vue, hein. Merci. Je vous perds pas de vue. Pour la jurisprudence, bon, on va aller vite parce que vous savez qu'on a notre fameux traditionnel caout aussi. Pour la jurisprudence, c'est des confirmations. En plus, du coup, je vais aller vite parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Ou en tout cas, c'est la Cour de cassation ne se contredit pas. Elle confirme des jurisprudences. Donc, on reprend une jurisprudence qui était de 2024. Le salarié, c'est insupportable à lire, hein, bien sûr, hein. Le salarié avait été appelé, il était en télésurveillance d'un magasin et il était sans arrêt appelé 39 mois, machin, 39 fois, machin, tout ça. Bon, bref. Sauf que la cour d'appel nous avait dit, oui, t'es d'astreinte, t'es appelé sans arrêt, mais c'est pas pour autant que t'es à la disposition permanente de ton employeur, donc tu vas pas commencer à dire que c'est du temps de travail effectif. Le temps d'astreinte, c'est le temps pendant lequel tu peux quand même faire autre chose. Oui, mais je suis sans arrêt dérangé. Oui, mais on s'en fiche. Bon. La Cour de cassation avait effectivement dit
que c'est pas parce qu'il pouvait être contacté que c'est considéré comme temps de travail effectif. On peut tout à fait être contacté parce qu'on est d'astreinte, mais continuer à pouvoir vaquer à des occupations personnelles sans être à la disposition permanente de l'employeur. Et du moment qu'on n'est pas limité dans la liberté de vaquer à des occupations perso, ça reste de l'astreinte. Donc on ne va pas qualifier ça de temps de travail effectif. La Cour de cassation récemment a jugé d'une nouvelle affaire. On avait un salarié qui était gardien d'hôtel. Enfin, en tout cas, voilà, oui, gardien d'hôtel, on va appeler comme ça. Il est d'astreinte, donc il y a une espèce à l'entrée de l'hôtel, il y a un système par lequel les clients peuvent entrer dans l'hôtel de façon très autonome à tout moment du jour et de la nuit. Sauf que si ça marche pas ou s'ils ont un problème, ils peuvent sonner, boum, et ça arrive chez le gardien qui est chez lui, enfin en tout cas là pour le coup dans un logement de fonction, entre 23h et 6h du matin, et il est interpellé. Sauf que ça marchait tellement bien qu'il était sans arrêt dérangé, et il demande donc la requalification des temps d'astreinte en temps de travail effectif. Pour la petite histoire, je vous ai mis le montant des heures supplémentaires réclamées, augmenté des 10% de congés payés afférents. Bon, bref. Donc la cour d'appel avait dit, pendant ce temps-là, tu peux dormir. Oui, enfin, bon, si c'est sans arrêt, il a appelé, enfin, pardon, mais bon. En gros, la cour d'appel avait dit, bon, du moment que les salariés ont un accès automatique avec la borne d'accès, tes interventions sont quand même relativement limitées, monsieur le salarié. Bon, ok, je comprends bien, ça marche pas très bien, mais enfin, t'es pas sans arrêt dérangé. La Cour de cassation nous dit rien. Pardon, elle nous dit la méthode. Elle nous dit, la Cour d'appel, au lieu de dire oui, bon, je crois que, la Cour d'appel aurait dû vérifier si l'intéressé avait été soumis à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté la faculté de faire ce qu'il avait envie de faire. C'est-à-dire que la Cour de cassation ne répond pas. Elle dit, pour les astreintes, on va s'appuyer sur la méthode que la Cour de justice de l'Union européenne nous dit d'utiliser, c'est-à-dire, on ne fait pas un doigt levé, on dit, est-ce que vraiment, objectivement, combien de fois il a été appelé, combien de temps ça a duré, est-ce qu'il a pu faire, est-ce qu'il a pu dormir, est-ce qu'il a pu vaquer à des occupations personnelles, est-ce que, au contraire, il était sans arrêt et en permanence à la disposition de l'employeur, c'est-à-dire est-ce que c'était très intense. En fait, la Cour de cassation ne nous donne pas la réponse, elle nous donne la méthode. Et pour info, juste, j'ai fait un potin de la paille pour ceux qui les écoutent sur ce sujet-là. En fait, c'est un arrêt qui est publié au bulletin. Et quand les arrêts sont publiés au bulletin, c'est que la Cour de cassation veut donner une leçon. Et la leçon que donne la Cour de cassation ici, c'est de dire, attention, la méthode de vérification, c'est la méthode qui est donnée par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire que les entreprises doivent se ménager des preuves que le salarié n'a pas été sans arrêt dérangé. Sinon, risque de requalification en temps de travail effectif. Si les contraintes du salarié étaient très intenses, en effet, il n'est pas interdit qu'on puisse requalifier en temps de travail effectif les temps d'astreinte. Donc faites gaffe, pardon, quand vous avez des salariés en astreinte, attention à bien avoir des moyens de contrôle pour que vous puissiez justifier de l'intensité ou pas de l'astreinte pour éviter une requalification en temps de travail effectif des temps d'astreinte. Vous savez, le temps d'astreinte est indemnisé alors que le temps de travail effectif est payé. On n'est quand même pas tout à fait sur la même logique. Donc, en fait, c'est une confirmation avec une méthode à utiliser pour vérifier si vraiment l'astreinte est du travail ou l'astreinte est de l'astreinte. Et pareil sur les confirmations de jurisprudence par rapport au salaire de référence en cas de temps partiel thérapeutique. Ici, on avait eu un arrêt du mois de juin où on avait une salariée qui avait été à temps partiel thérapeutique, puis qui avait repris le travail, puis de nouveau, bon bref. Et la Cour de cassation nous avait dit c'est les salaires de référence pour calculer l'indemnité de rupture des mois qui précèdent l'arrêt de travail pour cause de maladie, et donc a fortiori le temps partiel thérapeutique. Vous savez, il y avait eu un arrêt maladie, puis temps partiel thérapeutique, et la Cour de cassation remonte le temps beaucoup. Confirmation de jurisprudence ici le 5 mars 2025. La salariée saisit le conseil de prud'homme, conteste le mode de calcul à l'indemnité de licenciement, etc. Bon, confirmation de jurisprudence, on nous dit qu'il faut remonter à la situation normale antérieure, c'est-à-dire les salaires qui précèdent le temps partiel thérapeutique et le cas échéant l'arrêt de travail pour cause de maladie.
Donc, vous ne devez pas rétablir les salaires du temps partiel. Vous prenez les salaires qui précèdent le temps partiel thérapeutique et le cas échéant qui précède l'arrêt de travail pour cause de maladie pour calculer votre salaire de référence pour l'indemnité de licenciement, notamment lorsque parfois il y a un licenciement pour inaptitude, puisque c'est souvent le cas. Pas nécessairement toujours, mais ça peut être le cas. Voilà. On vous a remis toutes les plateformes. Vous ne pouvez pas nous rater, Myriam et à moi, hein, franchement. Voilà. Merci encore une fois Nathalie, Myriam aussi, et puis on va vous souhaiter de passer un très bel été. Vraiment, bon été. Et alors franchement, on a battu les records de temps. Pardon. Hein. Merci. Merci Nathalie. Nicole, de dire que c'était intéressant, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup à tous. Et encore une fois, pardon pour le retard. Bon été. Bel été à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.